Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Pétreau, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Comment ça va, Jennifer ? Bah écoute, ça va très bien, je suis ravie de te revoir. Ouais, moi aussi, j'ai trop hâte qu'on échange et surtout que tu expliques, tu racontes ton parcours aux gens et tu distilles tes connaissances. Puis super contente de te recevoir parce que je trouve que tu as un parcours de folie, disons-le. Gentil. Tu travailles chez une référence mondiale et je pense que cette boîte-là, tous les commerciaux la connaissent et tu as un poste qui est assez particulier. Donc voilà, je te laisse nous raconter qui es-tu et que fais-tu à l'heure actuelle. Alors qui je suis ? Je suis Jennifer Aubray, j'ai 38 ans et aujourd'hui, comme tu l'as dit, je travaille chez Salesforce. Alors le titre de mon job, c'est Strategic Account Advisor. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un poste hybride entre la vente et la stratégie. Et en fait, j'aide les équipes commerciales sur les très grands comptes et les très gros deals à apporter une touche de valeur business à leur discours et aux clients en même temps pour closer et maximiser les deals. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Comment t'en es arrivé là ? J'ai un peu teasé, j'ai dit que t'avais un parcours de folie, donc c'est comment tu veux. Alors effectivement, en fait, j'ai 3 carrières un petit peu derrière moi. Donc mon parcours, en fait, j'ai commencé post-école. Donc moi, j'ai fait une école de commerce à Lyon, à l'EM Lyon, et j'avais quand même une petite touche mathématique puisque j'avais fait Dauphine avant en mathématiques. Et je suis partie du coup à Londres rejoindre une banque, BNP Paribas, où je suis devenue trader de dérivés actions pendant quasiment 7 ans, où j'ai bien progressé, j'ai adoré ma vie à Londres et je me suis quand même posé quelques questions à certains moments parce que je me suis dit en fait c'est un métier d'ultra expertise où t'es quand même en contact avec des clients tous les jours, mais t'es bien payé pour une expertise très très précise dans le marché. Et je suis quand même quelqu'un de très curieux et du coup ça m'embêtait un peu de me dire qu'en fait j'allais faire ça toute ma vie. Et du coup je me suis posé des questions. Et j'ai postulé à des MBA aux États-Unis puisque j'avais un super copain avec qui j'étais partie en vacances qui m'a dit « mais fais ça, c'est génial ». Je crois qu'on se rencontre dans cette transition-là de ta vie d'ailleurs. Exactement, on s'est rencontrés exactement à ce moment-là quand j'étais un peu qu'est-ce que je vais faire de ma vie après 7 ans en trading et effectivement, donc je suis partie aux États-Unis 2 ans. J'ai fait un MBA à Wharton. Ça m'a permis d'avoir le temps un peu de réfléchir à ce que je voulais faire après. Et ça m'a surtout donné les clés pour faire autre chose que de la finance. Parce qu'en France, quand même, on aime bien cataloguer les gens et se dire, elle a fait 7 ans de finance, elle va pas faire autre chose demain. Le MBA m'a permis justement de switcher. Alors pourquoi le MBA ? Pourquoi Wharton ? Alors le MBA, pourquoi ? Parce que justement, post 7 ans de trading, je me disais, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais toucher à autre chose. Et donc, je me suis dit, il me faut une transition, il me faut quelque chose qui me permette d'être un tremplin vers d'autres carrières. J'ai toujours été très intéressée par l'international de toute façon, donc je m'étais dit, ça finalement, quand mon pote m'en a parlé, je me suis dit, franchement, ça colle trop bien, je vais postuler à des top MBA. Si je suis pas prise, je me reposerai des questions. Si je suis prise, je verrai si j'y vais ou si j'y vais pas. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a bien marché. Donc, je suis partie. Ça, c'était une décision un peu pivot dans ma vie, parce que en fait, sortir d'une carrière de trading au bout de 7 ans, on commence à quand même bien gagner sa vie, on essaie un espèce de confort quand même, et de se sortir un petit peu de sa zone de confort et de se dire je rebats toutes les cartes, je relance les dés, je ne sais pas ce que je ferai après, je vais me payer un MBA, ça coûte quand même de l'argent pour m'instruire, pour progresser. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup apprendre, comme je te l'ai dit, je suis très curieuse, donc je me suis dit trop bien. Ces 2 années, elles vont me permettre de faire des cours, d'apprendre des nouvelles choses que j'ai jamais touchées de ma vie. Et puis c'est vrai que retourner à l'école quand t'as 30 ans et que t'as bossé pendant longtemps, ça a une autre saveur. Tu profites vraiment. Là, tu te plains pas là. Exactement, c'est vraiment. C'était extraordinaire. Ouais. Honnêtement, je regrette pas du tout. Donc je suis partie aux US 2 ans.
J'ai rencontré évidemment plein d'amis et un network de folie, parce que c'est aussi ça le MBA, faut pas l'oublier. C'est évidemment des profs extraordinaires, etc. Mais surtout un réseau incroyable avec des gens qui viennent du monde entier et qui occupent quand même des postes très intéressants. Et voilà, après 2 ans de MBA, qu'est-ce que je vais faire? Finalement, j'avais un peu 3 critères en tête sur l'après-MBA. Je m'étais dit que j'avais envie de bosser pour un business un peu international. J'avais envie de bosser avec des gens compétents et brillants. Ça, c'est un peu un critère parce que voilà, j'ai toujours vocation à apprendre plus. Donc, j'ai besoin aussi de gens qui me tirent vers le haut. Voilà, c'est très important pour moi. Et le 3e critère, c'était justement de pas faire de la finance et de toucher à autre chose. Et du coup, en fait, c'est plutôt le conseil qui est venu à moi. Et j'ai été recrutée par un cabinet de conseil en management qui s'appelle Bain & Compagnie. Où du coup j'ai rejoint le bureau de Paris pendant 3 ans, donc post-MBA, j'ai rejoint un poste de consultant. Ça s'est très bien passé. Comment ça se passe la transition quand tu sors d'études et que tu reviens dans le monde du consulting qui, je pense aussi, est très exigeant? Alors, la transition, franchement, elle a été un peu dure, hein, parce que tu passes 2 ans à travailler, certes, mais t'es à l'école, hein. Je veux dire, t'as pas un boss qui te dit merci de faire ça pour telle heure. T'es un peu libre, tu fais beaucoup de choses extrascolaires, hein, c'est-à-dire beaucoup de travail dans des associations, dans plein de choses dans lesquelles j'ai vraiment profité à Wharton. Et puis t'arrives effectivement dans le monde du conseil, ultra discipliné, ultra normé. Transition dure. Je pense que les 6 premiers mois, t'apprends énormément, tu te prends une grosse claque. Et puis tu te mets un peu dans le moule quand même, parce que voilà, c'est, comme je l'ai dit, c'est extrêmement normé. Tu as des grades tous les 2 ans, chacun a vraiment son rôle, et faut rentrer là-dedans, hein, quand même. C'est délicat, mais bon, j'avais la volonté d'apprendre, et je savais que le conseil allait m'apporter un petit peu aussi un espèce de couteau suisse que je cherchais, c'est-à-dire développer d'autres compétences, notamment partie business, vraiment très très importante, puisque quand tu es en conseil, une des meilleures choses que tu as en conseil, c'est que tu travailles avec des CXO toute la journée, et sur les grands axes stratégiques des grosses boîtes, on va dire, françaises. Donc, quand même, tu as un job extrêmement intéressant où tu es vraiment super exposé aux problématiques des plus grosses boîtes françaises. Donc, effectivement, tu bosses plutôt pour des gros groupes, mais tu te frottes à des vraies problématiques business. Et ça m'intéressait énormément. Donc, on va dire que moi, je savais ce que j'allais chercher quand je suis partie en conseil, et je l'ai trouvé. Et effectivement, le toolkit du consultant, il est extraordinaire. Et moi, j'ai trouvé ça chez Bain. J'ai appris, donc j'ai pris. Donc la transition, comme tu l'as dit, elle est un peu délicate, mais franchement, faut s'adapter. Enfin, je veux dire, on a les compétences, les capacités, et puis c'est du travail, hein, après. Et voilà, j'y ai passé 3 ans. J'ai grandi chez eux. Qu'est-ce que tu as appris chez eux? Tu parles de toolkit, qu'est-ce que tu retiens? En fait, c'est une façon de réfléchir, le conseil. C'est-à-dire que tu es confronté à plein de problèmes, tous différents, mais en fait, on t'apprend à une manière de les résoudre. C'est-à-dire d'avoir ce qu'on appelle, nous, des frameworks, hein, donc c'est un mot très très conseil, qui est en fait un guide de comment résoudre n'importe quelle problématique opérationnelle, stratégique, business, peu importe. Tu opères le problème, tu le découpes en petits morceaux, tu le résous, tu mets une timeline derrière, qui fait quoi, etc. Et à la fin, t'as résolu le problème ou la problématique du CEO que tu accompagnes. Tu vois. Donc pour ça, c'est un outil extraordinaire. Et puis évidemment, il y a beaucoup de pratiques derrière. Mais en fait, la beauté du conseil, c'est que tu passes. J'ai travaillé avec des grands groupes aussi bien pharmaceutiques que de la grande distribution. Donc en fait, tu vois tellement de choses en très peu de temps, parce que c'est quand même un rythme assez effréné, hein, faut pas se le cacher, que du coup, effectivement, l'apprentissage, il est très grand. T'as fait prépa, toi? Non, j'ai pas fait prépa. Ah, ok, parce que je me suis dit, ça peut, est-ce que ça t'a rappelé quelque chose, mais ok, très bien. J'ai pas fait prépa, j'avais fait mathématiques à Dauphine. Ah ben oui, c'est vrai, t'as fait Dauphine. Et on m'avait conseillé un livre que j'ai commencé, de Barbara Pinto, un livre bleu, La pyramide de
Non, je dis des bêtises. Et a priori, c'est un livre qui est consommé dans toutes les boîtes de conseil. Donc, écoute, peut-être, je ne le connais pas. Faudrait que je le retrouve d'ici la fin de l'épisode. Il y a beaucoup de livres, oui, parce qu'en fait, comme je te disais, les frameworks, alors ça, c'est un mot, c'est un peu du langage de conseil, comme je disais, mais ça vient évidemment de la littérature. Enfin, il y a plein d'études à ce sujet, et le conseil est nourri par tous ces modèles, par tous ces frameworks qu'on récupère et qu'on applique évidemment au quotidien avec les clients avec lesquels on opère. Ah, ok. Et alors, comment t'arrives à Salesforce? Tu fais 3 ans? Bah voilà, donc j'ai fait 3 ans chez Bain. J'ai vraiment aimé mon expérience, même si voilà, faut pas se le cacher, tu travailles beaucoup. Et j'ai toujours su que c'était un passage. Puis voilà, au bout de 3 ans, j'avais été promue, ça se passait bien. Mais je savais que c'était pas là que je me voyais plus tard et que j'avais envie de vraiment utiliser cette expérience conseil/business pour aller vraiment sur le terrain. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez Salesforce. Donc, il y a eu une transition. Hein. Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, là, c'est le bon moment pour moi. C'était en 2021, on sortait de Covid. Et c'est vrai que le Covid a laissé quand même des marques, hein, parce que en conseil, le travail a été extrêmement important. Post-Covid, j'avais quand même envie d'un peu autre chose. Comment j'ai atterri chez Salesforce? Alors, c'est assez intéressant, mais en fait, moi, quand je me suis dit, je pars du conseil, je vais où? Je me reposais finalement la même question que presque 5 ans avant quand je suis partie de finance. Qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, je vais où? Et bien, en fait, j'ai fait une réponse un peu de consultante. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, c'est simple. Il y a 2 jobs qui m'intéressent. Il y a ce qu'on appelle un peu les jobs stratégie opérationnelle, StratOps, etc. Et puis, job de sales. C'est un peu les 2 trucs, je savais, sur lesquels j'avais des affinités. Tu vois, mes forces, entre guillemets, même quand j'étais en conseil, ça a toujours été la partie client, etc. Ouais. Donc, je savais que j'avais envie d'utiliser ça, puisque je pense qu'il y a un moment dans ta vie où il faut te focaliser sur les trucs où... Des super pouvoirs. Où t'es bonne, quoi. Et du coup, j'avais ces 2 axes en termes de métier, et après, j'avais 2 axes en termes d'industrie. J'aimais beaucoup la pharma et j'aimais beaucoup la tech. Et donc, en fait, voilà, j'avais ma petite matrice de 4, hein, et puis j'ai cherché, j'ai énormément connecté en network. J'ai absolument pas postulé à des jobs. Ça, je pense, c'est important parce que c'est une stratégie qui paye, je pense. Et j'ai réseauté, c'est-à-dire que j'ai contacté des gens que j'avais identifiés dans les boîtes, qui correspondaient justement à cette matrice au travers de mon réseau. Et le réseau marche super bien. C'est-à-dire que j'avais toujours quelqu'un qui connaissait quelqu'un que j'avais identifié sur LinkedIn, et je demandais à cette personne de me faire des intros. Je dis, est-ce que tu peux lui demander 30 minutes de call pour me dire ce qu'il fait dans sa boîte, est-ce qu'il aime, ou pas, etc. Et franchement, ça a super bien marché. Les gens, en moins de 3 jours, ils te donnent un créneau. Enfin, franchement, c'est extraordinaire le pouvoir du réseau. Et donc, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait un peu mes recherches sur les différents secteurs. Et puis, c'est vrai que je me suis rendu compte assez vite que dès que je parlais à des gens qui étaient côté boîte de tech, ça fitait super bien. Je trouvais que c'était passionnant ce qu'ils faisaient. Et puis aussi, c'est une industrie qui recrute énormément. Enfin, je veux dire, il y avait une adéquation entre j'ai un intérêt et en plus, il se trouve que c'est des boîtes qui recrutent beaucoup. Donc en fait, ça s'est fait comme ça. Et puis j'avais un ami qui était chez Salesforce. C'est une boîte qui utilise énormément comment on appelle ça, la cooptation. Voilà, exactement. Donc il m'avait dit, il y a pas de problème, postule chez nous. Et du coup, il m'a fait rencontrer des gens, hein, parce qu'avant de postuler vraiment à un poste, j'ai rencontré des gens qui faisaient le métier que j'occupe aujourd'hui. Et voilà, les discussions ont fait que je me suis dit, ça fitterait super bien avec mon profil, puisque le poste que j'occupe aujourd'hui, ça s'appelle Strategic Account Advisor. Et en fait, c'est un poste qui est occupé principalement par des anciens consultants, mais qui aide voilà, les sales chez Salesforce sur, voilà, comme je le disais, les très gros deals et les très gros clients. Et donc, ça m'a super plu. Voilà, on m'a dit, en fait, tu vas appliquer vraiment toutes tes compétences côté conseil. Tu vas être en clientèle, tu vas soutenir des équipes de sales qui sont quand même performantes, etc. Super exposition, parce qu'en fait, comme tu es sur les plus gros deals, les interlocuteurs que tu as en général... A priori, sont des C-level également. Des C-level, exactement, côté client. Et donc, en fait, ça cochait finalement tout ce que je voulais faire. C'est-à-dire que ça utilisait mon parcours et mon bagage technique que j'avais acquis pendant toutes ces années. Ça utilisait mes forces, en tout cas, que j'avais moi identifiées, et surtout ce qui me plaisait.
c'est-à-dire parler à des clients, comprendre leurs problématiques business et puis les résoudre. Donc finalement, c'était un perfect fit, je dirais, quand je suis sortie de Bain. J'ai compris la mission qu'il y a derrière ton poste, venir en appui, en support des commerciaux, des key account managers pour les gros deals et les gros clients chez Salesforce. Dans le quotidien, en quoi consiste ton job? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, qu'est-ce que je fais de mes journées, hein? Donc, je dirais qu'il y a un peu deux aspects. Il y a un aspect qui va être très opérationnel. Donc, je vais travailler avec l'équipe de vente. Donc là, par exemple, en ce moment, je travaille sur un deal avec un grand groupe de luxe. Qu'est-ce que je fais? Je travaille tous les jours avec les sales. Je parle tous les jours aux clients pour boucler, je dirais, ce deal. C'est-à-dire comprendre les enjeux que le client a, qu'est-ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il veut. Et nous, derrière, et je dirais même moi, ma compétence un peu que j'apporte sur ce deal, c'est énormément d'ingénierie. C'est-à-dire réfléchir à quel est le setup du deal qui va permettre au client de dire oui. Parce qu'il faut pas oublier que chez Salesforce, c'est assez complexe, le portefeuille de produits. C'est pas un produit, un prix et un volume. Ça marche pas comme ça. On sert des grands groupes et des petites PME aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive vite à des contrats très complexes. Et faut naviguer dans cette complexité. Et faut trouver la valeur aussi ajoutée pour le client de faire ce deal. C'est-à-dire qu'on va pas parler technique, on va pas parler de fonctionnalité, on va parler de valeur business au client. On va lui dire, bah voilà, en fait, si tu fais ce deal avec nous, avec ce portefeuille de produits, demain, en termes de KPI chez toi de business, tu vas générer X% de plus de chiffre d'affaires, tu vas réduire tes coûts de X. Et ça, en fait, ça parle à un C-level. On parle pas de fonctionnalité. Et ça, en fait, c'est vraiment l'apport, je dirais, de mon poste, du strategic account advisor qui existe chez Salesforce sur, les équipes commerciales. Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse du département dans lequel tu travailles? Ça vient d'où? Pourquoi Salesforce a décidé de créer cette équipe? Alors, en fait, on a un grand boss côté Europe qui vient de chez Oracle. Et en fait, historiquement, c'est une équipe qui a été créée, je pense, il y a quasiment presque 20 ans, peut-être un peu moins, 15 ans, chez Oracle, qui a extrêmement bien marché dans le sens où la valeur a été perçue très vite par toutes les équipes de vente, etc., sur notamment la conversion et la maximisation des deals. Quand on avait des profils comme le nôtre, c'est-à-dire des anciens consultants qui venaient ajouter de la valeur, je dirais une vue valeur aux équipes sales. Et du coup, c'est un modèle qui a été répliqué ensuite dans toute l'industrie de la tech. D'accord. Donc, mon équipe, elle est pas unique à Salesforce. Elle existe chez Salesforce, chez Oracle, chez Microsoft. Enfin, voilà, pour ne citer que les grands. Mais voilà, elle existe un peu partout parce que c'est un modèle qui a été répliqué et parce que la valeur a été perçue très vite. Ok. Voilà. Vous êtes combien aujourd'hui? On est une petite équipe. En fait, on est une quinzaine en France, à Paris, sachant qu'on est à peu près 2000 chez Salesforce France, à peu près. Et c'est principalement des commerciaux. Il n'y a pas que des commerciaux, mais principalement. Donc voilà, tu vois un peu le ratio. C'est pour ça que quand je te dis on travaille que sur les gros deals, c'est qu'on est vraiment répartis sur les clients et les deals les plus importants. Alors, à quel moment on décide de faire descendre les Top Gun? C'est-à-dire vous? À partir de quelle typologie de client ou quelle typologie de deal? Est-ce qu'il y a des montants? Oui, bien sûr. Les communiquer? Bien sûr. Alors, je sais pas si j'ai vraiment le droit de communiquer les critères, mais en fait, il y a des critères très simples pour faire appel à notre équipe. C'est ce que chez Salesforce, ce qu'on appelle l'ACV, c'est-à-dire l'incremental business que tu peux faire sur un deal. D'accord. Et ça, il y a des critères de montant. C'est-à-dire que nous, notre équipe va intervenir que si on est au-dessus de un certain, je dirais, c'est en millions, quoi. Oui. Voilà. Pour un deal, de plusieurs millions, on va intervenir. Ça peut être aussi si le client est un très très gros client et que il a des choses peut-être moins. C'est pas un deal en millions, mais c'est des problématiques quand même business très importantes auxquelles on doit répondre. On sera là quand même. Voilà. Donc oui, il y a des critères quand même de chiffres, évidemment. Alors tout à l'heure, tu expliquais que ton job, c'était de faire de l'engineering et de montrer, de démontrer aux clients la valeur qu'ils pourraient tirer d'une collaboration avec Salesforce. Tu as parlé de chiffres, de KPI. Est-ce que tu peux nous en dire plus, m'en dire plus? Parce que je pense que c'est un sujet sur lequel encore beaucoup d'équipes commerciales patinent un petit peu, avoir cette approche vraiment valeur, tu vois. Ouais.
Bah tout à fait, bah c'est exactement pour ça que notre équipe existe. On peut pas aller voir un client, un sales peut pas aller voir un client en lui disant bah voilà t'as tel besoin, bah voilà je te vends mon super produit, il est génial, il coûte tant, tu l'achètes pour 2 ans, c'est super. Et après il repart avec sa valise. Voilà, exactement. Ça marche plus comme ça en fait. Les clients, ils veulent percevoir la valeur ajoutée du produit qu'ils achètent. Et la valeur ajoutée, c'est quoi? Ça va être j'utilise une solution SaaS de Salesforce par exemple pour tout ce qu'on appelle l'after sales, c'est-à-dire l'après-vente, le SAV. OK? Qu'est-ce que ça m'apporte demain? Mais dites-moi, qualifiez cet ajout de valeur. Bah nous, on va faire des exercices qu'on appelle des ROI, je pense que c'est assez connu, où on va calculer justement le retour sur investissement pour le client. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tu installes cette solution chez toi et en échange, en fait, on va sauver des heures carrées à tes opérateurs parce que toute la solution, elle agrège toutes les datas auxquelles ils ont besoin d'avoir accès pour répondre au mieux à leurs clients. Ça, c'est un premier KPI, donc tu vas sauver du temps. La deuxième chose, ça va être, en fait, l'expérience client, elle va exploser parce que ton client, il va être super content, il va être bien traité, on va le reconnaître au téléphone, on va régler son problème en 4 fois moins de temps. Donc, tu améliores aussi l'expérience client. Donc, ça, c'est un exemple de KPI. Puis après, tu as évidemment les exemples de KPI qui vont être des coûts ou de la top line. Ah oui, alors ça parle très rapidement à tout le monde. Ça implique que le client t'ouvre ses portes en amont dans l'avant-vente pour t'aille regarder un peu ce qui se passe chez lui. Absolument. Donc en fait, ça c'est un prérequis. C'est-à-dire que si on part sur une approche de ROI, nous on a besoin qu'il nous ouvre ses cahiers, comme tu l'as dit. Ça veut dire qu'on va lui proposer une approche, on va dire bah voilà, nous on te propose de calculer un petit peu tout ça en amont du deal pour évaluer ton retour sur investissement avant que tu prennes cette décision d'acheter ou de pas acheter chez nous. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois nous donner tes KPI actuels, leur évaluation, et nous, on va repartir d'hypothèses qu'on a chez nos clients Salesforce, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que Salesforce, les clients, quand ils l'utilisent, ils vont gagner en général, en moyenne, X% de leur temps, ils vont augmenter leur top line de 20-30%, et on va appliquer un peu tout ça à tes propres KPI que tu as en tant que client. Et à la fin, ça te donne ce qu'on appelle un exercice de ROI assez propre et assez carré, qui est backupé quand même par beaucoup de sources et qui est un travail un peu d'ingénierie, comme tu l'as dit, qu'on va présenter. Et souvent, c'est ce qu'on appelle un business case, c'est-à-dire voilà le retour sur investissement. Si j'achète du Salesforce pour tel use case, je vais récupérer X millions de top line. Et ça, c'est un élément qui est clé pour les comex en général pour prendre la décision d'un investissement. Donc voilà, on aide vraiment à convertir, je dirais, à pousser et à convaincre le client de la valeur qu'il va acquérir grâce au produit qu'il va acheter. Vous facturez ce type d'intervention? Non. Et c'est pour ça qu'on le fait que pour les très gros deals et clients. C'est du conseil gratuit, en fait. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce qu'il vous arrive d'être pris pour des lièvres, en fait, par des clients qui bénéficieraient de votre conseil et ensuite qui choisiraient notre solution? Bien sûr que ça arrive, mais on les repère assez facilement parce qu'il y a un effet d'expérience quand même. Ouais. Et nous, on arrive dans le cycle de vente pas au tout début. On est quand même, il y a un intérêt, le client, le client, il a envie d'avancer, mais il a quelques freins comme ça qui peuvent être des freins internes. J'ai besoin de convaincre mon comex, j'ai besoin d'être sûr de la valeur ajoutée, etc. Donc, vu que nous, on intervient à un moment où le cycle de vente est quand même un peu entamé, on n'est pas quand même à la fin. Mais normalement, je dirais que la volonté du client de continuer avec nous, elle est déjà établie. Mais ça arrive que parfois, tu fasses l'exercice et que le client dise « merci, ça m'est arrivé l'année dernière. Merci, super boulot les gars. » Mais du coup, on va partir pour une solution différente. Et je dirais que la valeur ajoutée de Salesforce dans un contexte un peu comme cela, c'est que Salesforce propose des produits ce que nous on appelle cross-cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as une combinaison de produits qui s'intègrent parfaitement. Et du coup, t'as pas une valeur à juste prendre un produit chez nous. Enfin, il y a une vraie valeur d'intégration, si tu veux, par rapport à tous les produits qui peuvent équiper. C'est plus simple de partir en bundle que de partir sur des solutions qui sont isolées, que le client aura. Ce qu'on appelle le best of breed. Effectivement, t'as des clients qui vont dire, oui, mais en fait, qui va te comparer vraiment. Complètement à une autre solution, mais en fait, cette solution, elle est experte d'un use case qu'on va appeler niche, qui va être super petit. Elle va pas couvrir plein d'autres choses que nous on fait, et surtout, elle va pas s'intégrer dans l'écosystème du client de façon native.
Alors que nous, c'est ce qu'on fait. Alors, je comprends qu'il y a une typologie de clients de deal, mais il y a un process de go-no-go qui est effectué en interne où vous vous dites, non, par contre, on descend pas pour n'importe qui. Oui, tout à fait. Oui, il y a un process. Je t'avais dit, il y a des critères déjà de montant. Et ensuite, moi, ça m'est arrivé de monter sur un deal. Au bout de quelques semaines, tu t'aperçois qu'en fait, le client, il est pas... Soit il est... Parce que des fois, c'est aussi un manque d'honnêteté. C'est-à-dire que le client, il te balade, ça arrive. Et dans ces cas-là, oui, on dit, non, on va se focaliser sur des choses à plus haute valeur ajoutée pour Salesforce. Donc, on va travailler avec des clients qui sont, je dirais, persuadés de continuer avec nous pour les bonnes raisons. Donc, oui, ça arrive, mais c'est rare. Franchement, c'est rare parce qu'à ces niveaux de... Je dirais, sur les très gros comptes, quand on parle de gros comptes, ça veut dire que quand même, Salesforce est déjà présent sur une certaine partie de son catalogue chez ses clients. C'est une relation qui est pérenne, c'est un partenariat en général. On n'est pas considéré comme juste un fournisseur de SaaS. Voilà, donc je dirais que c'est plutôt rare. C'est vraiment rare de se rendre compte que le client il s'est un peu foutu de nous. Non. C'est quoi les compétences clés que tu as eu à développer pour parfaitement jouer ton rôle, ta mission sur ce poste-là ? Alors les compétences clés que moi j'ai dû développer, je pense que c'est en fait c'est une certaine adaptabilité parce qu'en fait j'aide plusieurs équipes, plusieurs sales teams en même temps et elles ont pas toutes les mêmes compétences en fait. Tu as des sales qui vont être très très forts en clientèle mais pas du tout sur les chiffres. Tu as des sales qui vont être justement hyper à l'aise avec tout cet aspect ingénierie, mathématiques, etc. Mais par contre, expliquer tout ça en détail, la pédagogie, c'est pas leur truc. Donc, en fait, je dirais que mon rôle, c'est vraiment de combler aussi et d'être là pour faire que l'équipe, elle soit, en termes de compétences, parfaite. Donc, je vais combler les trous. Donc ça, je dirais que la première skill, c'est l'adaptabilité. En fait, je vais pas donner la même chose avec toutes les équipes de compte que j'accompagne. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quand même d'être d'avoir un vrai goût pour le client facing, parce que ça reste un poste où on est très en contact de clients, donc faut aimer ça. Puis il faut que ça se passe bien. Et en fait, il y a un truc qui est très important, c'est que nous, on ne fait pas partie de l'équipe de vente, et du coup, on a un profil un peu plus d'expert quand on est dans toute l'avant-vente avec le client. C'est intéressant parce que ça vous donne une légitimité. Exactement. Ou en tout cas, ça vous enlève cette image du commercial qui veut closer à tout prix. Exactement. Et en fait, ça, c'est un vrai plus pour les équipes commerciales parce qu'elles ramènent quelqu'un qui a un peu de confiance, qui est pas là pour leur refourguer des produits, mais qui va avoir une certaine expertise. Même si je travaille pour Salesforce et le client le sait. Mais moi, j'ai pas la casquette de commercial pur. Donc, en fait, ça crée un autre type de relation dans toute l'avant-vente, qui va être complémentaire, je dirais, à celle que les sales peuvent avoir avec leurs clients. Il t'est arrivé de dire non après une avant-vente, de dire c'est mieux si on n'y va pas, c'est mieux si on continue pas? Franchement, non. Ça m'est pas arrivé. Après, ça fait un peu plus d'un an et demi que je travaille chez Salesforce. Par contre, se retirer en se disant il y a trop d'efforts qui sont faits, ce client il a pas envie de continuer ou il nous balade. Oui, ça arrive. Tu dis on arrête les efforts, parce que on est tous on n'a pas beaucoup de ressources, je veux dire même chez Salesforce, il y a beaucoup de vendeurs, etc. Mais la réalité, c'est que faut aller chercher du business là où il y en a. Si tu passes trop d'heures sur une opportunité qui ne paye pas, t'as perdu ton temps en fait. Donc vaut mieux passer à autre chose. Toi, t'es objectivé? Si oui, de quelle manière? Oui, je suis objectivée. Donc, comme je t'ai dit, moi, je suis un peu hybride. Donc, moi, j'ai un fixe qui représente 70% de mon package. Okay. Et j'ai 30% sur lequel je suis objectivée sur les objectifs commerciaux de Salesforce, la région sud, c'est-à-dire qui inclut France, mais pas que. Voilà. Donc nous, je dirais qu'on est incentivé certes sur les résultats de Salesforce, mais de façon un peu plus globale, beaucoup plus macro que juste les comptes que j'accompagne ou même le résultat France. Comme des C-level d'entreprise, enfin. Ouais, exactement. Exactement. Okay. C'est un peu plus macro, mais on est quand même incentivé évidemment. Et chez Salesforce, la partie commerciale, c'est du 50-50. Ah ouais, simple. D'accord. Ok. Très clair. Salesforce, boîte américaine. Ouais. Tu as travaillé dans le passé à Londres, certes pour BNP, mais du coup, tu as beaucoup évolué dans des contextes anglophones. Est-ce que, en arrivant chez Bain, c'est américain également, non? Ouais, tout à fait, c'est un cabinet américain.
Est-ce qu'il y a des choses que tu remarques qui se détachent dans ces boîtes-là par rapport à ce que tu peux voir du coup de loin dans des boîtes françaises? Ouais, bien sûr. Je dirais un critère, la vélocité. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir. Je pense qu'il y a le temps des grosses corporates françaises et puis il y a le temps des boîtes américaines et c'est du fois 10 quoi. Ouais, et c'est ça qui me plaît. C'est d'ailleurs pour ça que je suis dans des boîtes américaines même si je travaille en France. C'est aussi pour ça. La vélocité n'a rien à voir. C'est-à-dire que le process de décision dans une boîte française, bon, moi j'en ai fait une qui est une banque en plus. Enfin voilà, forcément. Tu as un héritage très fort il faut du consensus, il faut plein de comités de décision, tout est très long. Tu arrives dans une boîte américaine, franchement une décision elle se fait en 24 heures quoi. Et ça c'est génial. Enfin moi c'est quelque chose que j'apprécie. Voilà. Donc je dirais c'est la principale différence que tu peux te noter. Pour revenir un petit peu au sujet opérationnel et la vente, au final grand compte, compte clé, compte stratégique. Selon toi, quels sont les aspects que les commerciaux aujourd'hui devraient muscler dans leur jeu pour arriver à cette vente de valeur? Alors, je vais peut-être prendre ta question à l'envers. Moi, je vais te dire, comme j'ai travaillé avec plein de commerciaux, je vais plutôt te dire, à mon avis, les skills qui sont clés et qu'ils doivent muscler, pas forcément pour la partie valeur, mais qu'est-ce qui fait vraiment qu'un commercial est excellent? Vas-y. Du coup, et ça, c'est juste mon expérience d'avoir travaillé avec différents commerciaux. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, il y a un truc, c'est que sur les grands comptes, souvent, il y a un ou deux profils de commerciaux. Et souvent, c'est quand même très bien qu'ils se complètent. C'est-à-dire que t'es ce qu'on appelle un farmer et un hunter, qui ont pas vraiment les mêmes motivations, qui vont pas servir à la même chose sur la gestion du compte. Le farmer qui va avoir une vue beaucoup plus de recul, qui va être vraiment dans le leadership du compte, etc., qui va parler au CXO, mais qui va jamais rentrer dans le détail. Tu vas avoir un hunter qui, lui, est très attiré par le profit, hein, évidemment, par aller chercher l'opportunité et la pousser et la closer au maximum. Et je trouve que la combinaison de ces deux profils, elle marche super bien. En tout cas, moi, de ce que je peux voir chez Salesforce. Ouais. Après, toutes les boîtes n'ont pas deux commerciaux qui s'occupent des grands comptes. Hein. Parfois, il y en a qu'un. Donc ça, c'est le premier critère, je dirais. Donc ça, c'est si tu as la chance d'être en équipe, ça c'est un bon combo. Le deuxième critère que je vois, c'est évidemment la partie relationnelle, j'en parle même pas parce que pour moi c'est un no-brainer. Hein. Ça c'est n'importe quel commercial qui doit être très à l'aise, en clientèle, le relationnel, créer une certaine intimité avec ses clients. Le troisième critère que je vois, c'est quand même les bons commerciaux que j'ai pu voir, les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à imposer du rythme. C'est-à-dire que tu as une avant-vente, en fait. Ton client, il va toujours avoir des requêtes supplémentaires, des questions, des décisions qui vont prendre beaucoup de temps chez lui. Et en fait, les bons commerciaux, de ce que je vois, c'est ceux qui arrivent à imposer un rythme. C'est eux qui le donnent, tu vois. Et ils ne lâchent pas. Et le rythme est donné. Et il y a un moment, on dit, en fait, là, stop. On arrête maintenant, on passe à l'action et on close ce deal avec vous, hein, avec le client. Et ils ont cette capacité, je trouve, à mettre du rythme. Ça demande une certaine discipline, hein, mais les meilleurs, pour moi, c'est ceux qui combinent un peu tout ça. Voilà. Je suis dans une boîte, j'ai commencé à travailler avec un grand compte, tu vois, une boîte du CAC 40. À partir de quel moment je peux me dire que ce client-là doit être traité comme un key account et je mets les ressources en face? Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont bosser avec des grands comptes, mais en gros, elles vont mobiliser un commercial sur le compte et puis il y aura pas de moyens autour. Donc à partir de quel moment? Je pense que le critère numéro 1, c'est le potentiel du compte. En fait, pour moi, une boîte, nous, il y a des très grands comptes qu'on n'a pas encore, tu vois, par exemple, chez Salesforce. Et ça reste, on les traite quand même comme des grands comptes chez nous parce que, certes, ils ont pas de ce qu'on appelle de footprint chez nous, ils ont pas de produits Salesforce. Mais en fait, en termes de potentiel que ça peut représenter demain, c'est énorme. Et donc, t'es obligé d'investir en amont sur ces comptes-là. Tu vois, parce que il faut évaluer le potentiel. Donc le critère numéro 1, c'est le potentiel. Si le potentiel est gros pour Salesforce de s'implanter, parce que en fait aujourd'hui ils utilisent que des compétiteurs, mais que tout est un peu bancal chez eux, tu sais qu'il y a une porte d'entrée et que demain Salesforce peut représenter une grosse partie de leur portefeuille en fait. Donc oui, c'est pas construit, ça existe pas. Aujourd'hui le client il est petit ou il existe même pas.
Mais il faut mettre les ressources en face qui seront capables d'aller capturer ce potentiel demain. On parle de quel type de ressources? Alors, chez nous, on va dire les types de ressources grands comptes. Tu as ce qu'on appelle un GAM, c'est un Global Account Manager. Donc, en général, les GAM, c'est les vraiment très gros comptes parce qu'ils ont une envergure internationale. D'accord. Ensuite, tu as ce qu'on appelle un NAM, c'est un National Account Manager, qui va lui s'occuper un peu de la partie France, c'est-à-dire la partie vraiment business français. Et puis ensuite, ça, c'est la partie commerciale. Mais les autres ressources, il y en a plein. Il n'y a pas que des commerciaux. Tu as ce qu'on appelle des Solution Engineers, chez nous, qui sont un peu les technico-commerciaux, mais qui connaissent vraiment la solution, les fonctionnalités, etc., qui vont être capables d'accompagner toute l'avant-vente avec le GAM et le NAM dont je t'ai parlé. T'as évidemment mon équipe qui s'appelle Business Value Service, qui fait aussi partie de cet écosystème d'account management. Faut pas que j'en oublie d'autres. Il y a évidemment très important ce qu'on appelle les CSM, les Customer Success Managers, qui sont évidemment super important pour la rétention et puis pour que quand un client achète une solution, que ça se passe super bien dans le delivery, c'est-à-dire est-ce qu'ils utilisent bien, est-ce qu'on a un bon niveau d'adoption, est-ce que ils utilisent la solution à son maximum, ils en tirent la valeur en fait. Eux, ça va être vraiment le post-vente. Ils ont besoin de s'assurer que le client va rester entre guillemets chez Salesforce et utilise au mieux toutes les solutions. Donc je dirais que c'est un peu ces 4 grands profils autour. Donc tu as l'équipe de commerciaux, tu as les solution engineers, tu as BVS comme moi, voilà, des gens un peu plus valeur, et puis tu as les CSM, c'est-à-dire tout le customer success, tout l'après-vente en fait. Ouais, très bien. Donc ça, c'est d'un point de vue commercial, mais est-ce que ça implique également chez vous l'organisation d'events, des rencontres de clients, de partenaires Je pense que c'est quand même le leader un petit peu mondial des événements. Ça, c'est hyper fort dans la culture de Salesforce. Les événements marketing qui sont toujours grandioses et qui sont très nombreux. Et c'est extrêmement présent. Je pense que Salesforce dépense un budget non négligeable là-dedans, mais c'est aussi quelque chose que les clients adorent. C'est-à-dire que nos clients, ils adorent se retrouver à nos événements. Enfin, j'en cite quelques-uns, mais t'as le World Tour, t'as Dreamforce qui est à San Francisco tous les ans, qui est incroyable. Moi, je l'ai fait l'an dernier. Ça mobilise la moitié. Enfin, toute la ville est occupée par Salesforce, qui est, tu vois, toutes les rues sont redécorées en mode Salesforce. Tous les lieux de séminaire, tu vois, les palais des congrès et tout sont tous utilisés. Enfin, c'est incroyable. Et les clients, franchement, ils adorent. Ils reviennent, ils ont toujours des étoiles dans les yeux, quoi. Donc oui, il y a énormément d'événements. C'est vrai que c'est un aspect très très fort chez Salesforce de la partie avant-vente, mais pas que. Enfin, vraiment pour tous nos clients. Donc effectivement, et ça, je pense, c'est un grand différenciant parce que chez nos compétiteurs, il n'y a pas énormément d'événements, en tout cas pas de cette envergure. Vous êtes les plus gros en même temps. Non, on n'est pas les plus gros, non. Bah non, t'as des compétiteurs comme Microsoft qui sont quand même beaucoup plus gros en termes de market cap, en termes de montant de valeur. Mais après, sur les use cases qu'on couvre comme Microsoft, effectivement, je pense qu'on est peut-être au moins aussi gros qu'eux. Pour conclure, est-ce que tu pourrais me pitcher Salesforce en 30 secondes? Si t'es une société, ton premier asset, c'est quoi? C'est tes clients. Salesforce va s'occuper de toute la partie client que tu as, c'est-à-dire de ton CRM jusqu'à ton après-vente, mais aussi dans ta prospection avec des outils de marketing et même sur ton e-commerce. Et la force de Salesforce, c'est qu'elle t'offre tout ça, tous ces produits-là, tout intégré. Donc quand tu as accès à Salesforce, l'expérience client est exceptionnelle. Ouais, ok, très bien. Est-ce que tu as des recos de contenu à nous partager? De contenu tech, vidéo. Vente, des choses qui t'ont aidé, inspiré pour le job que tu as aujourd'hui? Je pourrais te ramener, j'ai quelques bouquins derrière moi, mais c'est plutôt des livres. Je lis beaucoup de bouquins de leadership, etc. Ok. C'est quoi le meilleur selon toi? Alors, j'en ai lu tellement. Non, il y en a un que je suis en train de lire en ce moment qui s'appelle Présence. Mais alors attends, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais non, ouais. Il faudrait que je te le ramène. Déjà le titre est bien. Et après, beaucoup de livres de développement personnel aussi pour se connaître un petit peu mieux. Donc ça, je pense que c'est important. On a tous une bonne librairie.
lequel je pourrais te... Moi, j'en ai un que j'aime bien en ce moment, qui s'appelle 3 kiffs par jour. Ah, ça me dit quelque chose. De Florence Servan-Schreiber, et c'est vraiment sympa. Ouais. C'est un livre que je recommande, mais c'est vraiment du développement perso. Hein. C'est pas pour le boulot spécialement, mais ça t'aide, je trouve, à trouver les aspects un peu positifs dans nos journées ultra chargées, ultra blindées, parce qu'on est tous avec des to-do de malades. Donc voilà, faut aussi sortir. La lecture, ça sert pas que pour moi, à servir ton aspect pro, ça sert à nourrir aussi tout le reste. Ouais, voilà. Ok. J'ai retrouvé le nom du livre. C'est The Pyramid Principle de Barbara Minto. Bon, j'ai commencé à le lire. Et tu as vite... Non, mais en fait, c'était un petit peu indigeste, mais globalement, en fait, elle t'explique comment résumer, en fait, une problématique pour que les décideurs prennent une décision très rapidement. Et elle t'explique, en fait, que la plupart des gens vont t'expliquer tout le contexte avant de te demander ce qu'ils attendent de toi. Je vulgarise, je simplifie. Et elle t'explique, en fait, il faut faire l'inverse, il faut expliquer la décision qui est attendue et ensuite détailler. Enfin, voilà. Mais ok, très bien. Est-ce que tu as un message à passer? Alors, je passe un message. Non, le message à passer. Ouais. Message à passer. Non, je sais pas. On parlait d'effet d'annonce. Non. Les gens vont pas comprendre. Non, je pense que là, ça va être au-delà. Non, si j'avais un message à passer, plutôt de mon expérience, parce que moi, en fait, je me rends compte que j'ai fait 3 carrières qui sont finalement très différentes les unes des autres, et en fait qui s'imbriquent extrêmement bien finalement. Donc le message que j'aurais à passer, c'est de pas avoir peur de faire des choix, de pivoter et d'aller vers ses forces surtout. Je pense que voilà, c'est le message que j'aurais envie de passer, c'est de suivre un peu son intuition et d'aller là où on sera la meilleure ou le meilleur. Ouais, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Audrey. C'était un plaisir. C'était trop cool cette discussion ensemble. Ouais. Et écoute, je souhaite plein de belles choses pour l'avenir de ce podcast. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de projets. Ouais, écoute, je te tiendrai au courant. T'en feras sûrement partie. Je te dis à très vite. Merci Audrey. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.